Alors la conférence en elle-même va durer à peu près 1 heure. Hein. Je vais essayer d'être rapide pour présenter un petit peu tout ce qu'on peut savoir sur le linceul de Turin. Après, il y aura bien évidemment des questions-réponses, sachant que je n'ai pas la prétention de tout savoir sur le linceul de Turin. C'est un sujet qui est à la fois simple et très complexe. Donc voilà, donc je vais vous présenter certaines, j'allais dire, les bases de ce sujet. Donc avant de commencer, j'aimerais savoir qui parmi vous connaît le linceul de Turin, ou un petit peu, voilà. Non, mais qui l'a vu? La question c'est qui l'a vu? Vu, mais connaît le sujet quand même. Non, mais qui l'a vu? Et qui l'a vu en vrai ou qui connaît le sujet? Qui connaît le sujet? Donc pratiquement tout le monde, 3/4. Et parmi ceux qui ont levé la main, qui pensent que c'est le vrai linceul du Christ? Allez. D'accord, donc je ne vais pas faire que des amis, c'est pas grave. Non, je plaisante. Alors, donc le but de cette conférence, c'est justement de ne pas essayer de vous démontrer que c'est le vrai linceul du Christ. Pourquoi? Parce que tant du point de vue scientifique, historique, il est quasiment impossible de l'affirmer. D'accord? Mais même s'il y a des preuves qui permettent d'aller dans un sens, c'est-à-dire dans le sens d'un vrai linceul, il y a aussi d'autres preuves scientifiques qui vont dans le sens contraire. Donc le but de cette conférence, c'est avant tout de vous présenter les faits tels qu'ils sont. Et ensuite, sans avoir une interprétation dans un sens ou dans l'autre, les faits, uniquement les faits. Ensuite, ça sera à vous de faire votre propre opinion. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter le linceul de Turin. Même si vous le connaissez, c'est toujours bon de se remémorer un petit peu ce qu'on sait. Donc le linceul est à Turin depuis le XVIe siècle. Il fait environ 4,41 m de long sur 1,13 m de large. Donc c'est un tissu de lin très fin. Alors, qu'est-ce qui fait sa renommée? C'est bien évidemment le fait qu'on peut voir de face et de dos le corps d'un homme nu qui a été vraisemblablement crucifié. Donc on voit les différentes plaies. Donc des plaies aux mains, avec vous voyez, la sortie d'un clou au niveau des mains, avec une traînée de sang. Une plaie aux pieds. Vous avez des traces de flagellation sur l'ensemble du corps, de face et de dos. Et des coulées de sang au niveau du front, des tempes, autour de la tête. Là, vous êtes à l'arrière de la tête, mais aussi au-dessus. Et vous avez bien évidemment également une énorme trace de coulée de sang au niveau du flanc droit. Alors, il y a également présenté, donc le linceul présente également des brûlures qui sont dues à un incendie qui a été fait en 1532 dans la chapelle à Chambéry, puisqu'il était conservé dans un reliquaire d'argent. Il y a eu un incendie et le reliquaire commençait à fondre et ça a fait des traces, donc ça a brûlé le linceul, comme vous pouvez le voir. Ici, puis on a des grandes traces. Donc les taches d'eau, quand on a essayé d'éteindre l'incendie, ça a arrosé aussi le linceul. Donc on a encore des traces d'eau qui sont bien visibles. Vous avez également des trous de brûlure beaucoup plus petits qui ont été faits, mais ceci à une époque qui est inconnue. Donc le linceul est composé de deux parties, on va dire. Vous avez le linceul principal et une bande latérale tout le long. Cette bande latérale présente des manques ici. Donc le tissu a été découpé, pareil à une époque inconnue. Et enfin, vous avez ici la toute petite zone qui a été découpée en 1988 pour la fameuse datation carbone 14. Donc je vais d'abord vous parler de ce qui est incontestable au niveau historique. Donc le linceul apparaît pour la première fois vers 1357 à Lirey. On suppose, enfin, le premier propriétaire serait Geoffroy de Charny. Et les premières ostensions ont été faites vers 1357, donc par sa veuve, puisque Geoffroy de Charny est mort en 1356, et sa veuve procède aux premières ostensions du linceul à Lirey. Le problème, c'est... Oui, c'est où Lirey? C'est en Champagne. Donc, le problème de l'histoire du linceul, c'est que ça commence mal.
parce que Geoffroy Charny n'a jamais fait mention qu'il possédait ce linceul dans aucun de ses écrits. C'est uniquement sa veuve qui commence les ostensions comme ça, j'allais dire un petit peu de manière un petit peu surprenante, mais il n'y a aucun document qui permet la traçabilité de ce linceul avant 1357. Et pour l'instant, à l'époque, personne ne sait d'où il sort. Alors l'histoire continue mal, puisqu'en 1390, l'évêque Pierre d'Arcy demande au pape d'arrêter les ostensions de ce linceul, puisqu'il aurait découvert dans ses archives que ce linceul aurait été fait par un peintre et qui aurait avoué avoir créé ce linceul, et il parle d'un faux habilement peint. Donc il y a une enquête qui est faite, et la conclusion, c'est que le pape décide de demander au prêtre, il le condamne au silence perpétuel, donc ça veut dire le prêtre, il ne dit plus rien, il n'a plus rien le droit de dire. Par contre, les ostensions continuent, mais l'Église demande que le linceul soit présenté en tant que représentation de l'image du Christ. Donc on n'est pas dans la, j'allais dire dans la relique pure et dure. On dit, le pape demande que le linceul soit déclaré comme représentation et non pas comme vrai linceul du Christ. Mais il y a quand même des indulgences qui sont faites aux pèlerins qui vont voir ce linceul. Ensuite, différentes dates rapidement. Il passe dans la maison de Savoie en 1453, donc il est vendu à la maison de Savoie en 1453. 1578, donc il est installé définitivement à Turin, donc on parle maintenant du linceul de Turin. 81, il est légué au Vatican, qui en est désormais le propriétaire et le protecteur, j'allais dire. 1981. Et en 1978, le Vatican autorise pour la première fois une série de tests et d'analyses sur le linceul directement. Donc c'est un groupe d'une trentaine de scientifiques pluridisciplinaires vont pendant plusieurs jours effectuer des dizaines et des dizaines de tests de prélèvements sur le linceul de Turin directement. Vous voyez, donc il y a des tonnes de matériel, différentes analyses qui sont faites, radiographie, fluorescence, etc. Des prélèvements de surface. Et ces scientifiques vont ensuite, en 81, donner leurs résultats dans des comités, dans des revues scientifiques, avec des comités de lecture. Donc c'est, si vous voulez, c'est la seule, je dis bien, c'est la seule source scientifique incontournable et incontestable au niveau des connaissances qu'on a sur le linceul de Turin. D'accord ? Donc si un jour vous voulez reproduire un linceul de Turin, il faudra prendre les données qui ont été fournies par le STURP pour pouvoir avoir une comparaison par rapport aux recherches qui ont été faites sur le linceul. Donc, on va passer en revue rapidement ce qui a été découvert. Donc, le linceul de Turin est un tissage en chevron, donc il est fait exclusivement de lin. Il est très fin, il fait à peine 3 mm d'épaisseur, donc c'est pas plus épais qu'un t-shirt. Donc c'est du lin pur. Il y a des traces de coton, mais uniquement en surface. C'est-à-dire que c'est de la contamination externe. D'accord ? Il n'y a pas de coton à l'intérieur des fils, c'est-à-dire que ce n'est pas un mélange de lin et de coton. Au niveau du linceul, c'est vraiment des traces de coton éparpillées un petit peu comme ça. Comme je vous dis, c'est une contamination externe. Voilà. Et il n'y a pas de fibre de laine. Alors, il y a à peu près une dizaine de caractéristiques qui permettent de connaître le linceul, l'image du linceul de Turin. Je vais vous en proposer une qui est assez particulière et qui est très précise. Alors, au niveau des résultats du STURP, les voici. L'image n'est pas une peinture. Il n'y a pas de pigment au niveau de l'image. Il n'y a pas de médium, donc c'est un liant. La coloration de l'image est insensible à l'eau et à la chaleur. Pourquoi? Parce que si en 1532 l'image avait été sensible, on n'aurait plus rien vu sur le linceul de Turin. Donc l'image est vraiment insensible à l'eau et à la chaleur. La coloration de l'image est extrêmement superficielle. L'image en fait repose sur les 2 à 3 fibres, je parle bien des fibres, hein, pas des fils, des fibres
les plus externes au fil. On va voir en détail après. La coloration de l'image résiste à tous les solvants, sauf l'un des plus puissants qui est la adénine, mais bon, l'image vraiment résiste à tous les solvants. Et enfin, il n'y a pas d'image sous le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sang a d'abord imprégné le tissu, et ensuite l'image a été produite sur le tissu. Donc ça, c'est important aussi à savoir. Alors, de quoi est faite cette image? Donc les recherches ont été menées, et voici le résultat. Donc l'image, en fait, est un processus de déshydratation et d'oxydation des couches superficielles des fibres de lin lui-même. Pour être simple, c'est une très 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 légère brûlure des fibres du lin. Voilà ce que c'est que l'image du linceul de Turin. Voilà comment elle est faite. Donc en 1978 comme en 2018 actuellement, on ne sait toujours pas comment a été produite l'image du linceul de Turin. Alors, la caractéristique qui pour moi est l'une des plus impressionnantes, c'est la superficialité. Je vais vous l'expliquer. Vous voyez ici, on a grossi le bout du nez, et voilà ce qu'on voit de près, au niveau des fils. Donc là, vous avez un fil, et vous voyez qu'un fil est composé de dizaines et dizaines de fibres. Et donc l'image repose sur ces quelques fibres les plus externes. Et ce qui fait la superficialité, c'est que cette image n'a qu'une seule couleur, déjà. On va dire le jaune paille. Elle est monochrome. Qu'est-ce qui fait le contraste, puisque c'est qu'une seule couleur? Vous voyez que là, le bout du nez est plus contrasté que la joue, par exemple. Et plus on va sur l'extérieur, moins il y a d'image, et moins l'image est contrastée. Ce qui fait le contraste, justement, c'est le fait qu'il y a des fibres colorées les unes à côté des autres. C'est en fait le nombre de fibres colorées par unité de surface. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, plus il y a de fibres, là, toutes les fibres ont la même couleur. D'accord? Mais plus il y a de fibres colorées les unes à côté des autres, plus l'image est contrastée. Moins il y a de fibres colorées, vous voyez, ici il y a moins de fibres colorées, moins l'image est contrastée. C'est ce qui donne le contraste à l'image et le fait qu'on puisse voir une image, alors pas en 3D ici, mais qui est avec des contrastes qui donnent vraiment l'impression d'un vrai corps. Et pour aller plus dans le détail de la superficialité, vous voyez ici c'est un fil. Et donc un fil est composé de dizaines et dizaines de fibres. Donc vous voyez l'image, elle est sur les fibres les plus externes. L'image fait entre 2 et 4 microns d'épaisseur, alors qu'une fibre fait 20 microns d'épaisseur. Donc elle est extrêmement superficielle. Et pourtant elle résiste à tous les solvants, etc., à la chaleur, à l'eau, etc. Vous voyez ici une fibre, et là vous avez la coloration de la fibre elle-même qui donne l'image. Donc la coloration fait le tour de la fibre, mais, très important, la coloration ne pénètre pas dans la fibre. Et forcément, l'image ne traverse pas, il n'y a pas d'image de l'autre côté du linceul, et l'image ne traverse pas les fibres. Donc on est vraiment en extrême surface du linceul. Ensuite, ce qu'on peut qualifier de... On voit des différences, si vous regardez le linceul au milieu, on voit qu'il y a l'image plus des traces qu'on peut qualifier de sang. D'accord ? Donc pourquoi on dit que c'est du sang? Donc déjà, au niveau de l'aspect, on voit très bien que les taches rouges, c'est plutôt un amas de matière. D'accord? Alors que vous voyez, l'image, c'est plutôt, comme je vous expliquais, c'est très superficiel. Le sang pénètre dans les fils. Il y a même du sang qui a traversé le tissu, on voit des taches de sang de l'autre côté du tissu. Ce qui est différent, encore une fois, de l'image. Et comme je vous le disais, on a le sang, mais il n'y a pas d'image sous le sang. Ensuite, au niveau des analyses qui ont été faites sur le sang, donc on a retrouvé différents composants qui permettent d'affirmer que c'est du sang, hein, donc de la porphyrine, du fer, de l'hémoglobine, de la protéine aussi, alors que l'image n'en a pas, de l'albumine, et vous avez également ici des traces de caillots de sang avec un halo clair qui est du sérum. Donc on est quasiment sûr que c'est du sang. Alors sang humain ou sang d'animal,
Ça, c'est encore, on peut aller plus loin dans le détail, mais on est sûr que c'est du sang.